J'agis au niveau du pôle santé à la CNDP. Je suis ingénieur biomédical et juriste en droit privé. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de rapidement vous présenter le pôle santé à la CNDP ainsi que la dimension protection des données vis-à-vis des technologies de l'e-santé. Donc globalement, on va voir les objectifs, les conventions, globalement une petite introduction au pôle santé. Par la suite, on va parler de quelques traitements en termes d'e-santé qui sont notifiés d'une manière régulière à la CNDP. Alors, globalement, bien sûr, la CNDP est une administration qui est là pour agir concernant le respect de la loi 0908. Et bien sûr, les données de santé sont définies dans l'alinéa 3 du premier article, qui les définit comme étant des données qui sont sensibles. On trouve aussi une définition qui est qu'une donnée de santé, c'est toute information qui en relève de l'état de santé physique ou mental d'une certaine personne physique. Donc l'objectif de la CNDP, c'est toujours la sensibilisation, l'accompagnement, l'instruction et la réalisation d'une veille réglementaire. Aussi, bien sûr, il y a une casquette de contrôle qui agit. Bien sûr, pour chaque loi, il faut un caractère coercitif. Et donc, le département du contrôle, il est là pour renforcer le respect de cette loi. Donc, la CNDP a pu interagir dans plusieurs conventions sur le plan national et international. Sur le plan national, on a des conventions d'Atatira avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale, le centre hospitalier universitaire Mohamed VI de Tanger, l'Institut de recherche sur le cancer, la Caisse nationale de sécurité sociale et d'autres, bien sûr, partenariats avec plusieurs acteurs publics et privés. On a aussi des travaux de partenariat au niveau international, comme c'est le cas avec la CDP et la HAPDP, qui sont les autorités compétentes en termes de protection des données. On travaille pour le moment sur un projet de ligne directive concernant la santé numérique. Bien sûr, on travaille aussi sur la convention tripartite avec la DGSN et le ministère de la Santé et de la Protection sociale concernant l'identifiant de santé et relative à la nouvelle carte d'identité nationale. Bien sûr, pour notifier ou bien pour déposer une autorisation auprès de la CNDP, il faut nécessairement respecter deux grands articles, il y a l'article 12 et aussi l'article 27, 29 et 30. C'est juste concernant le respect de certaines conditions supplémentaires suite au fait que les données de santé sont définies dans la loi comme étant des données sensibles. Bien sûr, on retrouve des opérations de contrôle et bien sûr le pôle santé est amené à appuyer et travailler conjointement avec le département d'expertise et de contrôle dans les affaires impliquant les acteurs de la santé. Donc rapidement on va parcourir quelques exemples de traitements qui sont notifiés à la CNDP dans la santé. On a d'abord la mise en relation entre les patients et les professionnels de la santé via une plateforme de télémédecine. Bien sûr, c'est un traitement qui a pu émerger encore plus durant la pandémie. On a bien sûr le suivi de patients et le dossier médical partagé. On retrouve aussi des solutions de la santé sur mobile. Et bien sûr, très récemment, quelques solutions sur l'usage de l'intelligence artificielle et la e-santé. Afin de pouvoir notifier n'importe quel traitement à la CNDP, il faut absolument respecter une panoplie de conditions, y compris le respect de certains droits. D'abord, le droit à l'information, c'est tout simplement le fait que chaque personne concernée doit être informée de ses droits. Le droit d'accès, c'est-à-dire que chaque personne a le droit d'accéder à ses propres données. Le droit de rectification, c'est-à-dire que s'il y a eu un changement d'adresse, de nom, prénom, la personne concernée a le droit de changer ces données-là. Et enfin, le droit d'opposition, qui est le droit de s'opposer à un traitement, bien sûr pour des motifs légitimes. Là où on a un traitement des données de santé, forcément on peut se retrouver dans des cas où on est dans l'inhabilité de collecter le consentement. Et pour cette raison-là, le consentement, il n'est pas exigé lorsque le traitement est nécessaire pour soit un intérêt légitime, soit le sauvegarde d'intégrité du patient,
Ici, on prend l'exemple d'une personne qui vient dans un état d'incapacité, donc elle n'est même pas dans l'habilité d'opérer d'une manière normale, donc on ne peut pas faire arrêter le traitement urgent pour demander un consentement. Et bien sûr, les fonctions légales ou statutaires, c'est là où la loi expressément donne à une certaine entité de traiter des données de santé. Bien sûr, le cas qu'on utilise toujours, c'est le cas de la santé publique avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale. Un concept qui est très important à mettre en exergue, c'est le concept de la privacy by design. C'est quelque chose qu'on essaie d'encourager et on parle lors des accompagnements avec les responsables de traitement à intégrer le respect de ce principe dans l'élaboration de leurs solutions. Bien sûr, qui dit privacy by design peut aussi parler de la privacy by default, mais ici, on parle plus de la privacy by design pour la seule raison qu'il y a un usage des données à caractère personnel qui est conçu par la solution. Bien sûr, la privacy by default, c'est là où on ne vous demande même pas des données à caractère personnel, donc on comprend une protection implicite parce qu'il n'y a même pas un traitement qui prend place. Aussi, il faut maîtriser juste 3 grands axes. Le premier, c'est le respect des droits des personnes concernées, qui sont ces droits qu'on vient de mentionner, mais aussi le maîtrise du flux de circulation de la donnée de santé. C'est-à-dire que le responsable de traitement doit être dans l'habilité de connaître le flux, que ce soit de la collecte jusqu'à la destruction, l'archivage éventuel de la donnée. Et bien sûr, le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire si vous avez l'habilité de réaliser ou bien d'effectuer un traitement sans accéder à plusieurs données à caractère personnel, il est toujours préférable, bien sûr, d'utiliser le moins des données à caractère personnel que possible. Je voulais aussi vous introduire de notre nouvelle plateforme, CNDP-France.ma, qui va devenir, ou bien qui est devenue par la suite, la solution, ou bien le site web par lequel vous pouvez déposer des dossiers avec toute facilité, sans passer au papier, sans pouvoir déposer physiquement ou bien par courrier. Donc globalement, je voulais juste faire cette petite introduction avant d'entamer. Merci. Bien parce que j'ai une question. Parfait. Avant de répondre à la question, micro déjà. Tout à l'heure, j'ai vu l'article 12 du 0908. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner un peu plus de détails sur ce article-là? L'article 12, c'est l'article qui parle des formalités à accomplir au niveau de la CNDP. Et c'est tout simplement l'article qui dit que là où on a un traitement des données sensibles, il faut nécessairement passer par le régime de demande d'autorisation préalable. Parce qu'à la CNDP, on a 2 grands régimes. On a soit le régime déclaratif et le régime de demande d'autorisation. La plus grande différence, c'est que le régime déclaratif prend 24 heures comme délai. Parce que le principe, c'est que le responsable de traitement informe la commission du type du traitement et par la suite, la commission a l'habilité de bien sûr poursuivre et savoir si c'est vrai ou bien si tout est conforme comme ce qui a été déclaré par le responsable de traitement via des opérations de contrôle, mais à condition qu'il n'y a pas de traitement des données sensibles, ni de numéro comportant le numéro de la carte d'identité nationale, soit l'existence de ce qu'on appelle une interconnexion, qui est tout simplement le fait où on a 2 bases de données. Et à partir de ces 2 bases de données qui ont été collectées pour 2 finalités différentes, qu'on peut en déduire une 3e finalité. Le régime de demande d'autorisation passe par la commission qui délibère bien sûr en collégialité. Monsieur le Président seulement ne peut pas délibérer dans ces dossiers-là. C'est un avis qui est pris par toute la commission afin de soit accorder ou bien de rejeter le dossier. Et pour cette raison-là, il y a un délai supplémentaire qui est de 2 mois, prorogeable une seule fois. Alors, je vais essayer de prendre un exemple concret, juste pour que moi et l'audience essayons de comprendre un peu plus en détail cette partie-là. Et je repose presque la même question pour vous. En fait, pour vous, je vais reposer la question pour vous après, parce que dans le système français, on a un médecin traitant. Donc je pose la question déjà sur le système marocain, et après je reviens sur ce point-là qui peut changer la donne au niveau légal législatif. La question, c'est que je suis un patient. J'ai mon dossier médical, d'accord, supposons format électronique, n'importe. Je donne l'accès à un médecin pour pouvoir piocher tout mon historique, comme ça au moins il pourra traiter mes symptômes, mes maladies un peu plus
pousser que le fait que si je ne lui ramène pas une fiche sur tout ce que j'ai fait avant, il peut me soustraire un médicament qui peut nuire à ma santé. Donc, je lui donne l'accès à ce fond de dossier qui est super critique. C'est ma santé, c'est mes données personnelles, c'est très critique. C'est quoi la protection que j'ai sur ces données-là? Ici, la relation avec le médecin traitant, on a déjà deux niveaux. On a bien sûr le niveau plutôt de la loi 0908 qui suppose que chaque responsable de traitement est amené à mettre en place des mesures de sécurité au niveau des données et que même au niveau de la répartition du contrôle d'accès, elle doit être déjà notifiée à la CNDP. C'est-à-dire que si vous dites que dans un traitement suivi de patient, dans votre demande d'autorisation à la CNDP, vous dites que seul le médecin traitant a l'habilité d'accéder. Dans des opérations de contrôle, on ne peut pas trouver d'autres personnes qui interagissent avec ces données-là. Mais le deuxième niveau, c'est un niveau qui n'émane même pas de la loi 0908, mais plutôt de la loi 131/13 relative à l'exercice de la médecine, qui dit qu'au niveau du secret médical, que seul le professionnel de santé, que seul le médecin traitant plutôt, a l'habilité de traiter ces données. Même au niveau où on a un deuxième avis qui va venir après, le deuxième médecin qui est amené à donner un deuxième avis médical, il devient aussi par nature un médecin traitant, donc il doit respecter les mêmes exigences et les mêmes conditions relatives à l'usage de ces données. Après, c'est un peu là où je pose la même question, parce que à la petite différence entre ici et en France, c'est qu'en France, on a un seul médecin de traitement. On passe par un médecin traitant et c'est lui qui nous renvoie ailleurs. Donc il y a une personne qui a l'accès. La chose qu'aujourd'hui, au Maroc, je peux être traité par un généraliste, le lendemain chez un autre, le lendemain chez un autre. Je ne suis pas un titulaire, non. Maintenant, sur ce point-là, qui est le fait qu'on a un médecin traitant enregistré sur la sécurité sociale, est-ce que la loi change? Est-ce qu'on a plus de protection? Comment ça se passe? Alors, il y a beaucoup de choses, parce que effectivement, les réglementations sont très différentes. Alors, pour répondre vraiment directement, en France, on a un médecin traitant qui est le médecin référent, mais on n'est pas obligé d'aller voir ce médecin référent. C'est le médecin qui nous connaît le mieux, effectivement, mais on n'est pas obligé d'aller le voir. Mais après, effectivement, pour avoir une incitation à aller voir ce médecin, le fait de passer par un parcours fléché par ce médecin traitant nous permet un meilleur remboursement. Voilà, une question de remboursement. C'est une question de remboursement comme une incitation à aller voir ce fameux médecin traitant qui est notre médecin référent. En France, il y a eu, avec l'arrivée du RGPD en Europe, il y a eu un grand mouvement sur l'orientation de l'objet des données de santé au sens large du terme. Et là, ce dont on a traité comme données de santé, ce qu'on a évoqué comme données de santé jusqu'à maintenant, ce sont les données médicales. Et là, c'est un point très particulier avec une réglementation spécifique et qui évolue de manière continue, qui évolue à peu près tous les 2-3 ans en France. Il y a 5 ans, avec l'arrivée du RGPD, il y a eu un élargissement de la compréhension des données de santé. Et donc, une donnée de santé, c'est une donnée qui reflète l'état de santé physique ou morale relative à une personne. Et à ce niveau-là, une donnée de santé, c'est pas seulement une donnée médicale. Elle peut être effectivement donnée médicale, donnée de santé par nature. Une radiographie du pied, c'est une donnée de santé. Elle peut être donnée de santé, considérée de santé par destination. Lorsque mon médecin prend mon pouls pour mesurer ma fréquence cardiaque, effectivement c'est une donnée de santé. Toutefois, lorsque j'utilise une application de course à pied et que j'ai la mesure de mon pouls pour savoir à quel moment je fais plus ou moins d'efforts, là on n'est plus dans ce cadre de données de santé, mais on est des données dites de bien-être. Et elles sont plus soumises parce qu'il y a cet objectif, donc la destination de la donnée n'est pas pour évaluer la santé de la personne, mais plus pour faire une évaluation et l'utilisation par des applications tierces justement à des fins plutôt récréatives entre guillemets de ce type de données. Et bien c'était plus considéré comme de la donnée de santé.
Et il y a un troisième type de données qui sont des données par inférence, c'est-à-dire des informations qui peuvent paraître prises de manière indépendante, qui peuvent paraître assez anodines, mais qui reflètent notre état de santé en regardant un peu plus le contexte. Lorsque je vais chez un perruquier parce que j'ai tous mes cheveux qui sont tombés d'un coup, et effectivement, c'est juste une information très anodine. Okay. Toutefois, quand je regarde le contexte et que il y a quelques jours auparavant, je suis sorti de l'hôpital, ben là, on peut en déduire que potentiellement, je suis sur le traitement chimiothérapique. Et là, parce qu'il y a cette inférence, le fait de mettre en lien ces deux informations, on arrive à de la donnée de santé qui est effectivement très protégée en France. Pour revenir sur la question. La question, en France, il y a effectivement notre médecin traitant, notre médecin référent, qui est le médecin qui est spécifié, qui est indiqué, qui a un lien spécifique avec notre dossier médical partagé. Ce dossier médical, il est accessible à travers donc, le réseau des professionnels de santé qui sont habilités. Ils ont des cartes qui leur sont attribuées et ils sont habilités à accéder à notre dossier médical partagé. C'est un dossier qui centralise toutes nos informations de santé à l'échelle de l'individu. Et en France, il y a un contrôle très présent de la CNIL, justement, sur qui est habilité à accéder à ce dossier médical, comment est-ce que les données sont sécurisées, etc. etc. Merci beaucoup. Après, ça c'est dans le cas normal. Là, je vais switcher de paradigme, on est en crise, Covid par exemple. Là, il y a une urgence, il y a deux choses. Il y a l'urgence, on n'a plus un peu le temps de faire tout le process, il y a une urgence. Je parle bien sur la protection des données, donc il y a une urgence. Et en même temps, il faut qu'on arrive à récupérer cette masse de données pour faire des analyses, pour essayer de trouver le remède le plus proche. Donc, comment on arrive à se protéger contre ce dilemme entre le fait qu'on doit protéger les données, mais en même temps on est en pleine crise, il faut qu'on arrive à développer un vaccin, etc. Comment essayer un peu d'être protégé quand même légalement? Eh bien, justement, c'est légalement, il a fallu produire des décrets de manière urgente donc en 2020 et 2021 pour que les administrations de santé puissent recueillir de manière légale l'information qui puisse être remontée à la fois des centres hospitaliers, des médecins et des caisses d'assurance maladie pour que ces ensembles d'informations puissent être remontées et traitées par ces administrations. Sans ces décrets d'application leur autorisant ce traitement, ça n'était pas possible. Il y a donc, là on parle vraiment des données médicales, mais à l'échelle de toutes les entreprises, effectivement, il y a eu tout un questionnement au début de la période Covid sur est-ce qu'un chef d'entreprise a la possibilité de prendre la température de ses salariés. Et là, il y a une recherche d'équilibre des droits entre, d'une part, le respect de la vie privée de la personne concernée, qui, si elle ne souhaite pas que son état de santé soit connu au sein de l'entreprise, il y a le médecin du travail, mais il n'y a personne d'autre qui ne doit connaître son état de santé. Et d'un autre côté, il y a l'obligation de l'employeur de garantir la protection et la sécurité de ses employés. Donc c'était une recherche d'équilibre des droits et il y a eu, c'est la CNIL donc, qui a produit un ensemble de recommandations sur la possibilité effectivement de prendre la température à l'entrée mais de ne pas conserver les informations, de ne pas conserver les données. Alors si on prend un peu au Maroc, comment on a essayé de traiter ça? Je donne un exemple un peu plus concret, je suis un employé. Comme il a été mentionné, l'employeur, pour des règles et pour des conformités, il est obligé de prendre un peu les mesures de santé et inclure un peu la température ou autre. La vraie question, c'est que est-ce qu'on a une exigence aujourd'hui au Maroc envers un peu ce employé pour protéger ces données-là s'il quitte? Tout à l'heure, on a parlé aussi sur le fait qu'il y a le droit de modification. S'il quitte l'entreprise, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des règles qu'il faut respecter? Très bien. Donc,
Pour répondre à la question, on va définir trois choses rapidement. La première chose, c'est que la loi 0908 avait donné un délai de 2 ans après sa publication, sa promulgation plutôt, à l'intégralité des instances publiques et privées de se conformer à la loi et de soumettre des demandes d'autorisation. C'est-à-dire que si vous êtes un employeur, que vous soyez une administration publique, que vous soyez une société privée, il faut notifier un tel dossier relatif à le traitement des données à caractère personnel de vos employés au niveau de la CNDP. La deuxième chose, c'est que la CNDP a publié une panoplie de délibérations, y compris la délibération 298 AU 2014, qui est une délibération qui a réglementé, qui a cadré le traitement des données de santé, tout en spécifiant quelles sont les catégories de données que vous pouvez collecter auprès des candidats à l'embauche, des stagiaires et des employés, mais aussi concernant les durées de conservation et justement le fait que si un employé quitte l'environnement de travail, il a le droit que ces données soient archivées, soient détruites, bien sûr uniquement vis-à-vis des prescriptions réglementaires, s'il y a un contention qui est en place, etc. Mais aussi, il y a la troisième chose, qui est une autre délibération en même temps, qui est la délibération 106 ES 2020, relative à la prise de température dans le milieu de travail, qui un petit peu récapitule la même grande différence en termes d'usage des données de santé, qui est effectivement que la température, cette donnée de santé doit être même pas conservée, c'est juste de pouvoir soit laisser l'employé accéder, soit ne pas lui permettre d'accéder. Mais la réglementation des données de santé pour l'employé plutôt, c'est son dossier médical vis-à-vis son médecin de travail, comme c'est le cas, même pour bien sûr la gestion de quelques éléments comme par exemple les certificats médicaux, etc. Est-ce que c'est du déclaratif, c'est-à-dire que si l'employé quitte, il doit déclarer, plutôt il doit faire une demande pour pouvoir supprimer ces données-là, ou c'est une exigence qu'il y a un process derrière qui doit être respecté durant les entreprises? C'est un process qui doit se déclencher, qui se déclenche d'une manière automatique. C'est-à-dire au moment où vous signez le contrat de travail et vous acceptez la clause relative à la protection des données à caractère personnel, automatiquement entre l'employeur et l'employé, il y a cette compréhension qu'au moment où l'employé va quitter, automatiquement ces données vont être détruites et archivées. Bien sûr, l'employé peut exercer ses droits, mais bien sûr à la limite de ce qui est fait. Parce que si la société dit que les données ont été détruites, on peut bien sûr exercer notre droit d'accès. Mais bien sûr, ça se déclenche de manière automatique parce que le but, c'est de rendre la tâche très facile à la personne concernée, parce que c'est la personne qui a fourni, qui a généré ces données à caractère personnel. Donc en fin de compte, il faut que la réglementation et l'entité qui a traité ces données-là facilite le mouvement et la circulation des données à caractère personnel de cette personne concernée. Merci beaucoup. Alors, ça c'est un peu la partie traitement des données, santé, etc. Je reviens sur un point qui était mentionné tout à l'heure, déjà dans les autres conférences, mais aussi par toi Mathieu, l'IA dans tout ça. Et même par vous, dans la présentation, vous avez parlé qu'il y a aujourd'hui un système d'IA pour l'e-santé. Est-ce qu'il y a de nouvelles lois qu'on doit émettre, ou sont déjà émises, pour une protection de données envers l'IA? Avec tout ce qu'on vient de dire toute la journée par rapport à l'IA, la sécurité de l'IA, les contraintes, les risques que l'IA ramène. Pour l'usage de l'intelligence artificielle, pour le moment, en prenant en compte la loi 0908, elle a une vue assez globale. C'est-à-dire que les conditions, réellement, ils s'appliquent même là où on est en train de créer un algorithme d'intelligence artificielle. Il faut que l'intégralité des éléments, comme la base légale du traitement, les droits des personnes concernées, prend place. Mais réellement, il y a une difficulté, c'est que l'intelligence artificielle doit être réglementée à 2 niveaux. Il y a d'abord le niveau qui est l'apprentissage, c'est-à-dire au moment où on est en train d'alimenter notre algorithme de données là, parfois on peut dire que voilà, on peut alimenter avec des données à caractère personnel. Et la deuxième chose, c'est réglementer la production, c'est-à-dire qu'il ne faut pas créer un algorithme d'intelligence artificielle si on lui demande où est-ce que cette personne-là elle habite, elle nous donne son adresse. Bien sûr, ici la difficulté, c'est vraiment une difficulté qui rentre dans l'intersection entre ce qui est fait d'une manière technologique
et ce qui doit être fait d'une manière réglementaire. C'est le même point qui a été évoqué par Monsieur le Président ce matin, c'est que la technologie ou bien la loi réglementaire, elle essaie de se rattraper aux technologies qui se produisent, mais certes, ça donne idée sur le travail qui doit être fait. Je crois récemment, au Royaume-Uni, il y a eu un document qui a été publié concernant les premiers travaux concernant la réglementation de l'intelligence artificielle. Mais certes, c'est quelque chose qu'on doit avoir l'habilité d'anticiper suite au fait que maintenant on a plusieurs solutions d'intelligence artificielle dans la santé. Je connais déjà des solutions qui utilisent des imageries médicales pour des fins d'oncologie, afin d'identifier la localisation précise de la tumeur, afin de ne pas pouvoir détruire des cellules saines. Mais globalement, il y a un travail qui se fait. Bien sûr, si on prend les choses d'une manière actuelle, il faut que toujours le responsable de traitement ait l'intégralité de l'arsenal de compréhension du traitement et dire que voilà, il y a une certaine garantie que ces données-là ne seront pas utilisées pour des fins hors pour celles les données ont été collectées, mais assurer une protection suffisante. Mais le problème qu'on trouve, c'est que même quelqu'un qui importe une technologie, il ne sait pas réellement comment ça marche. Il sait que voilà, on fait des inputs et ça marche, mais il ne sait pas qu'est-ce qui est derrière. C'est comme on a dit avec Clément tout à l'heure, c'est que si on est juste consommateur de l'IA, c'est pas de l'IA. Oui, si on ne sait même pas comment le modèle est fait, qu'est-ce qui se passe derrière, etc. On est là juste un peu pour envoyer des codes de PIA et récupérer et dire que c'est de l'IA, c'est un risque qui est non contrôlable. Si je pose un peu la même question, mais je rajoute un petit ingrédient à la même question qui est aujourd'hui en Europe, ça fait quelques semaines, on a le IA Act. On a quand même un document qui stipule tout ce que l'IA a le droit de faire ou de ne pas faire pour essayer de réguler tout ça. Par exemple, l'analyse comportementale, c'est interdit aujourd'hui dans le IA Act, etc. Est-ce que ce document-là s'applique aussi au e-santé ou c'est très générique et qu'il faut qu'on fasse une adaptation par industrie? Et tant qu'on parle aujourd'hui sur l'e-santé, qu'est-ce qu'on dit sur ça? Oui, c'est une réglementation très générale et qui ne vise pas particulièrement les données de santé. Aujourd'hui, dans les données de santé en France, il y a eu l'ouverture de l'usage des données de santé au sens large du terme depuis le RGPD. Et il y a eu la conservation d'un régime dit d'exception où il reste des demandes d'autorisation préalables qui sont nécessaires. C'est le cas à la fois pour la constitution de ces entrepôts de données de santé parce qu'ils sont à risque, parce qu'ils contiennent énormément de données concernant un bassin de population. Et c'est également le cas pour la recherche en santé, que ce soit de la recherche scientifique publique ou de la recherche privée. Et là, il y a tout un parcours avec une constitution de dossier et l'analyse de l'objet du traitement des données pour obtenir une autorisation. À ce niveau-là, il y a donc l'objectif en France, c'est d'avoir un immense entrepôt national, le F-Data Hub, qui va centraliser la majorité des données de santé qui peuvent être intéressantes à des fins statistiques et scientifiques pour de la recherche, et ça rentre dans ce cadre de régime d'autorisation pour pouvoir exploiter ces données. Et il y a également des questions de souveraineté qui se posent sur la gestion de cet entrepôt de données. Merci beaucoup. Je crois il nous reste... Moi, je vais quand même, pour cette séance-là, laisser du temps pour le public s'il a des questions. Donc, grand merci, je vais essayer avec mon nom, parce que j'ai quand même une fois. Au fait, je suis médecin et je suis du passage qui est professionnel. Merci. Donc je disais, j'ai fait le déplacement rien que pour sur ce thème et depuis la matinée j'ai beaucoup appris, en dehors n'est-ce pas de la clinique. Je suis en phase de fini, je finis ma spécialité dès cet été, donc je suis en fin de formation et j'ai eu à
à me faire former dans une spécialité qui n'existe pas dans mon pays, donc je serai le premier. Et du coup, oui, donc ça m'intéresse parce que je serai obligé d'aller par exemple dans un pays où on a plus de 17 millions d'habitants. Imaginez que je vais me retrouver seul pour gérer, n'est-ce pas, ces millions, n'est-ce pas, d'habitants. Et je me projette déjà sur comment, par exemple, aider ne serait-ce que j'ai des milliers de confrères, que ce soit généralistes comme spécialistes, qui auront, par exemple, besoin de mes avis. Donc, du coup, je dois faire, par exemple, usage, surtout de e-santé. Et il le faut parce que peut-être que je commence même déjà à le faire, mais peut-être en m'exposant, sans le savoir, du genre où, par les réseaux sociaux, par WhatsApp, il faudrait que je sois vraiment terre à terre. Comme vous surtout, c'est pas pour eux, mais vous savez, j'ai beaucoup appris des clouds, tout ce qui est data ici. C'est des termes qui, c'est notre langage, mais j'ai beaucoup appris pendant ces laps de temps passés ici. Mais maintenant, ces données que je reçois, parce que parfois on m'envoie des images, des données, n'est-ce pas, des malades pour pouvoir ne serait-ce qu'avoir mon avis. Moi, je fais de la médecine physique, de la réadaptation fonctionnelle, une spécialité que ailleurs c'est vraiment développé, mais malheureusement chez nous il n'y a pas encore. Donc du coup, on m'envoie des bases de données. Sur WhatsApp, sur WhatsApp. C'est une étape pas que pour vous, je connais plein. Voilà, donc imaginez que, est-ce que suis-je en train d'exposer en quelque sorte, n'est-ce pas, des données qui seront sûrement exploitées d'une autre manière. Parce que tout ce que j'ai vu, j'ai écouté ce matin, et ça me projette vraiment, ça commence à me limiter d'une manière ou d'une autre. Ce que je suis en train de en quelque sorte projeter dans l'avenir. Parce que j'utilise assez les réseaux sociaux, même moi, j'ai des pages professionnelles. J'ai dit professionnelles, mais ce matin je suis en train de me voir, est-ce que c'est vraiment professionnel ce que je suis en train de faire pour sensibiliser, pour faire, n'est-ce pas, de conseils santé et tout. C'est vrai que c'est une bonne question. C'est qu'aujourd'hui, il y a la loi, il y a la règle, il y a la réglementation, mais quid qu'il y ait une utilisation terre à terre que, comme vous l'avez mentionné, un médecin peut recevoir des informations médicales sur WhatsApp, sur Facebook, sur plein de réseaux, et on sait très bien que c'est pas sécurisé. Donc, est-ce que ce médecin, il a une partie de responsabilité sur le fait qu'il autorise ce type d'échange? C'est ça votre question? Effectivement. C'est la question classique de... C'est complexe. L'objectif qui est faire un suivi de patient, par exemple, ou faire du diagnostic, ou bien faire de la télémédecine dans une manière générale, c'est bien, c'est ce qu'on veut, c'est le futur, mais il faut que les outils qu'on utilise soient aussi conformes, parce que disons que s'il y a une fuite de données, et les données de vos patients, ils sont maintenant publics, et maintenant, leurs collègues, leurs familles sont conscients de la maladie qu'ils portent, ça crée d'autres problèmes qui peuvent peut-être générer d'autres problèmes de santé, qui sait, mais c'est toujours cette question de conformité. Ici, au niveau de la loi, même la CNDP, elle ne dit pas n'utilisez pas ou bien utilisez. C'est tout simplement que si vous utilisez une telle technologie, il faut être sûr que l'intégralité des mesures de sécurité sont mises en place et qu'aussi qu'il y a une espèce de continuité juridique. Maintenant, si vous utilisez WhatsApp, s'il y a un problème de fuite de données vis-à-vis de WhatsApp, quelle est la solution? Est-ce que vous allez contacter Meta? Est-ce que vous êtes déjà bien d'avant d'utiliser la solution? Est-ce que vous savez dans quel serveur particulier vos données sont transférées? C'est l'intégralité des questions là. Même juste pour l'exercice des droits qu'on vient de mentionner, disons que vous avez un patient qui souhaite exercer son droit d'accès. Il vous dit tout simplement, docteur, où sont mes données? Vous allez dire, ils sont chez WhatsApp, mais on ne sait pas, WhatsApp a plusieurs serveurs dans le monde entier. C'est la raison pour laquelle on encourage l'usage des solutions, pas nécessairement qui sont ici au Maroc, ils peuvent être à l'étranger, mais là où il y a une visibilité, il y a des clauses contractuelles qui sont fortes, il y a des mesures de sécurité qui sont respectées. Juste pour construire cette sorte de confiance,
entre le patient et le professionnel de santé, parce que même nous, en tant qu'autorité, on est censé de savoir où est la destination finale de la donnée, parce qu'on est le dernier ressort avant que, si vous n'avez pas la réponse, automatiquement, c'est l'autorité compétente qui doit avoir la réponse. Donc c'est juste une question de la solution, l'outil que vous devez utiliser, il doit être sain. C'est là où on parle de la privacy by design. L'équivalent, c'est en tant que médecin, vous allez utiliser un outil qui est stérilisé, et non pas un outil qui n'est pas stérilisé, afin de ne pas avoir des infections nosocomiales par la suite. C'est la même logique d'une sorte. C'est que le fait d'avoir la protection des données des patients, c'est aussi une facette qui doit rentrer dans la relation entre le médecin professionnel de santé comme un service qui est inclus et ancré dans les services de soins qu'il reçoit par son médecin. Après, il y a un point. Là, par contre, c'est ma casquette technique. La destination finale de l'image, c'est pas WhatsApp, c'est votre téléphone. Parce qu'en fait, quand vous le recevez sur WhatsApp, il se garde sur votre téléphone. Si ces données-là, un jour votre téléphone est piraté ou récupéré, les données de vos patients, ils tournent sur Internet. Le vrai problème que pour moi, c'est pas forcément l'outil de transmission, c'est l'outil de sauvegarde à la fin. L'outil de sauvegarde à la fin, c'est pas WhatsApp, c'est votre téléphone. Ça risque. Ça, c'est mon avis pur technique. Pas l'avis juriste, juste l'avis purement technique. Sauvegarder sur votre PC à la fin, sur votre téléphone à la fin, ce qui est très dangereux. Est-ce que le malade ne peut pas dédouaner le médecin au cas où il y a une fuite? Par l'engagement d'envoyer des informations tout en disant au médecin, s'il y a quelque chose, c'est ce que vous faites à moi. Je vous ai envoyé, prends l'engagement de dédouaner le médecin. Juridiquement parlant, il faut avoir un process et une déclaration. Le problème n'est pas le fait juste de le dire, c'est une déclaration avec un process. C'est un peu là ce qui va être assez compliqué. Même si oui, mieux avoir un dédouanement que rien du tout. Mais c'est pas aussi simple que ça. Or, le fait du dédouanement, c'est une exigence légale par la loi 0908 que le responsable de traitement doit respecter. C'est-à-dire, même si le patient dit voilà, vous pouvez utiliser mes données, réellement s'il y a un problème, le professionnel de santé sera le premier à être contrôlé, à être sanctionné. Parce que c'est une loi, c'est comme si on dit vous pouvez ne pas laver vos mains au moment où vous allez me préparer un repas. S'il y a un problème, le patient il a une maladie qui est grave, vous serez toujours pénalisé, même si le patient a donné entre guillemets ce consentement à que voilà, ces données doivent être utilisées d'une manière pas sécurisée. Je prends une question, madame. Pour ma compréhension, en fait, on a les données personnelles, on a les données sensibles, on a les données médicales. Les données médicales, c'est une sous-catégorie des données sensibles. On a le RGPD qui régit les données personnelles, ça on comprend très bien. On a la donnée de santé. Donc on a un rapport de santé avec un nom, prénom, avec l'âge, féminin, masculin, et on a par exemple tout l'historique de la maladie, avec des conclusions du médecin, avec toutes les radios effectuées, les analyses, etc. Si on anonymise ce rapport, on enlève le nom, prénom, sexe, date de naissance, est-ce que ces données, ce rapport, sont régies par les mêmes lois, législations qui sont couvertes en fait par la donnée médicale? Oui. Très bien. Donc si on fait, il y a une sous-catégorie de questions et après je vous laisse répondre sur tout. Donc pour des fins de recherche scientifique, pour faire des analyses, pour faire en tout cas des statistiques, par exemple pour des maladies en Europe, en Afrique, etc., on a besoin effectivement de ces données afin d'alimenter des bases de données et afin de faire sortir réellement des statistiques. Est-ce qu'on a besoin juste du consentement? Non. Et on est bon? Ou bien il faut un autre process afin d'utiliser ces données pour des raisons scientifiques, de recherche et de statistiques? Oui, alors c'est pour cette raison que le RGPD à l'échelle européenne reste sur un plan très général et laisse une marge de manœuvre pour la souveraineté des États. Une donnée de santé, c'est une donnée relative à l'état de santé physique et moral de la personne. Et un État doit garantir la sécurité physique et morale de ses citoyens. C'est pour cette raison qu'il y a un lien qui est très fort entre données de santé et gestion par l'État. Et gestion par les administrations publiques.
de ces catégories de données. En ce qui concerne le principe d'anonymisation, là on est dans une approche par les risques. C'est pas en supprimant le nom, prénom, l'adresse, le numéro de téléphone de la personne que le reste du contenu ne va pas pouvoir être rattaché à un individu unique. C'est pas suffisant pour démontrer qu'on a anonymisé le bilan de santé d'un individu. Si par exemple le bilan de santé c'est que je suis le patient numéro 001 qui vient d'être greffé des deux mains, parce que j'ai eu les deux mains tranchées, eh bien c'est un bilan médical qui est suffisamment unique pour pouvoir par la suite, par inférence, pouvoir réidentifier la personne. Donc c'est pas pour autant qu'on a supprimé les données directement identifiantes d'un corpus d'informations que les informations qui restent sont forcément anonymes. Alors il y a eu cette distinction, donc c'est depuis plusieurs années, entre une donnée anonyme, où là c'est une donnée qui sort du champ de la réglementation, on en fait un peu ce qu'on veut, mais il faut qu'on puisse justifier que cette donnée ne peut pas être rattachée à un individu. Des données pseudonymes, où là on ne peut plus connaître l'identité directement de la personne, mais en réinjectant de l'information, on est capable de retrouver l'identité de la personne et des données directement identifiées. Je prends une dernière. Oui, je voulais juste rajouter, c'est juste au fait qu'une donnée anonyme, purement anonyme, d'une manière absolue, par définition, elle n'a pas une donnée à caractère personnel, parce que c'est une donnée qu'on ne peut pas réidentifier. Et c'est justement la même comparaison qui a été faite, c'est la différence entre une donnée anonymisée et une donnée qui est pseudonymisée. Une donnée pseudonymisée, si j'ai un repère, je peux réidentifier la personne. Ici au Maroc, pour les recherches cliniques, il faut certes avoir un consentement éclairé, mais aussi il faut fournir un engagement concernant l'encodage et l'anonymisation des données, comme preuve juridique que certes les données qui seront utilisées par la suite, peut-être transférées à l'étranger, ils seront complètement anonymes sans avoir l'habilité de réidentifier la personne. Merci beaucoup. Je prends une dernière question. Merci beaucoup pour ce partage. Je voudrais juste ajouter un truc concernant la partie qui concerne les données à caractère, les données sensibles de santé. C'est qu'au niveau du Maroc, on est en train de franchir ce pas dans le cadre de la digitalisation, de mettre en place e-patient, je crois qu'il existe déjà en France. Donc on est en train d'aller dans cette démarche. Je crois que le seul souci qu'on a, c'est que c'est le problème de souveraineté. Donc la souveraineté numérique qui est toujours un problème au niveau du Maroc. Je ne sais pas en France, est-ce que c'est la même problématique, surtout avec les cyberattaques que les hôpitaux ont vécues ces 2 dernières années. Est-ce que c'est toujours le même problème? Comment vous arrivez à remédier à ce type de problème? Oui, c'est toujours le même problème. En France, il y a effectivement une maturité à ces aspects de cybersécurité qui s'élèvent, y compris dans les organismes publics, y compris dans les hôpitaux, par exemple. Mais derrière, c'est une question de moyens. Et il y a de grands questionnements sur... J'ai parlé de cet entrepôt de données de santé, le F-Data Hub, qui a 5 ans, donc c'est fin 2019. À l'époque, c'est le prestataire technique pour la gestion de l'infrastructure de cet entrepôt, c'était Microsoft. Le contrat vient d'être renouvelé. Comment ça se fait qu'en France, en 5 ans, on n'ait pas réussi à se construire un acteur qui puisse concevoir? On a Orange, on a OVH, on a quand même des grands acteurs de centres de données. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu la volonté politique de construire un dispositif souverain pour la conservation de nos propres données de santé? Sur ça, je
on clôture la séance. Merci infiniment Si Azizi, merci infiniment Mathieu, c'était très riche, très riche, et je remercie l'audience pour leur patience aussi. Merci beaucoup.